En septembre 2023, effectivement, je vois débarquer chez moi une dizaine d'agents de la DGSI, une juge d'instruction, des greffiers, qui viennent me dire voilà, vous êtes placé en garde à vue et on va perquisitionner votre domicile. C'est bien le Qatar qui aurait tenté de me pirater. Alors le Qatar a démenti, donc on ne saura pas. Voilà, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Les médias en France sont-ils libres ? Les journalistes peuvent-ils enquêter en toute indépendance ? Peut-on exprimer toutes les opinions sans être censuré ? En théorie, oui. Mais dans les faits, c'est malheureusement un peu plus compliqué. Enquêter, c'est bien souvent révéler des affaires qui dérangent, et parfois s'attaquer à des personnages puissants. Dans le cadre de l'enquête pour faux que j'avais déposée contre Mediapart, auprès du juge Cross. Dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook. Les réponses des mises en cause face à des révélations qui déplaisent sont parfois brutales. Des journalistes sont régulièrement menacés de mort. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et certains de mes confrères ont même été agressés. Les médias doivent aussi faire face à de nombreux procès bâillons. Rien qu'à Street Press, on a en ce moment 9 affaires en cours. Des militants d'extrême droite, des élus véreux ou des hommes accusés de violences sexuelles nous attaquent en justice. Les atteintes à l'indépendance et les pressions viennent parfois même de l'État. Quand je vois ce qui se passe actuellement ici en France, la polarisation des médias, cette montée d'extrême droite, je leur dis, écoutez, moi je viens de Futur, on a vu ça en Tunisie. Certains journalistes de Street Press ont déjà été convoqués au commissariat. Plusieurs de nos confrères et consoeurs ont même été perquisitionnés et placés en garde à vue. Une journaliste, elle vient de faire 39 heures de garde à vue pour avoir publié des informations sur une opération militaire secrète entre l'Égypte et la France. Les menaces sur la liberté d'informer, c'est justement le sujet de ce podcast. Pour en parler, j'ai invité 3 journalistes indépendants. Ariane Lavrieux de Disclose, dont il était question dans cet extrait, Yann Philippin, journaliste au pôle enquête de Mediapart, et Walid Bourouis, journaliste d'investigation tunisien en exil en France. Pour échapper à la prison, il a dû tout quitter. Il va nous raconter. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que ce travail d'enquête prend du temps et coûte cher. Les médias indépendants n'existent que grâce à votre soutien, donc faites des dons ou abonnez-vous. On vous met les liens en description sous cette vidéo. Alors bonjour à tous les 3, merci de participer à ce second épisode du podcast Média de Street Press qui réunit des journalistes et des médias indépendants. Alors je suis très heureux de ce casting 5 étoiles, on va dire, pour utiliser une formule un peu toute faite. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter. Alors Yann Philippin, salut. Bonjour Mathieu. Tu es journaliste au sein du pôle enquête de Mediapart depuis plus de 10 ans. Alors Mediapart, on ne vous présente plus, vous êtes à l'origine de certaines des plus grandes révélations politiques et financières de ces 15 dernières années, financement illégal de la campagne de Sarkozy, évasion fiscale record de Kering, le groupe de la famille Pinault. À noter aussi que tu es membre du réseau EIC, European Investigative Collaboration. J'espère que vous appréciez mon accent anglais. Alors c'est un réseau européen de médias indépendants qui mène des grosses enquêtes transnationales comme les Football Leaks ou les Predator Files. Walid Bourouis, salut. Bonjour Mathieu. Tu as été journaliste au Quotidien, journal francophone tunisien, puis tu as été rédacteur en chef de Cactus Prod, une chaîne de télé. Tu as enquêté sur une affaire de corruption au sein de ton propre média. On y reviendra. Aujourd'hui, tu vis en exil en France. Merci d'être avec nous. Merci. Ariane Lavrieux, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Disclose. C'est un média à but non lucratif qui fait des enquêtes au long cours sur des sujets d'intérêt général. On peut citer l'enquête sur les ventes d'armes à Israël, l'implication de la France dans les crimes de la dictature d'Al-Sisi en Égypte, ou très récemment une enquête sur Decathlon, avec notamment le recours à du travail forcé chez un sous-traitant. Alors merci d'être avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi. Tu as connu des pressions assez brutales, puisque fin 2023, ton domicile a été perquisitionné, tu as été placé en garde à vue. Tout part d'une enquête que vous aviez baptisée les mémos de la terreur. Est-ce que tu peux nous résumer déjà cette enquête ? Oui, c'est une enquête collective qu'on publie en 2021, à la fin de l'année 2021, en partenariat avec France Télévisions et l'émission Complément d'enquête. Et on révèle que la France, sous François Hollande puis Emmanuel Macron, a noué un partenariat avec la dictature égyptienne. Cette fuite sans précédent révèle les dérives d'une opération de renseignement clandestine en Égypte. Débutée en 2016 au nom de la lutte antiterroriste, cette coopération va en réalité servir à bombarder des civils par centaines. Des crimes d'État
dont la présidence de la République a été constamment informée. C'est une opération secret défense, donc cette enquête est basée en grande partie sur des documents confidentiels, des centaines de documents confidentiels défense. Et par ailleurs, elle est aussi maquillée en interne au sein de l'État, puisqu'elle est présentée même au sein de l'État comme une opération antiterroriste, dont le but est d'aider... Alors que c'est de la lutte contre la contrebande, c'est ça ? Oui, alors que c'est de la lutte contre la contrebande. En fait, alors que c'est une opération qui aide la répression d'un régime dictatorial, à savoir l'Égypte, une des dictatures militaires les plus féroces du Moyen-Orient. Et donc toi, tu vas être attaqué, Disclose va être attaqué pour avoir utilisé ces documents, pour les avoir publiés, et à un moment... Tu as une perquisition chez toi ? Oui, ça se déroule en plusieurs temps. Juste après la publication de l'enquête, le ministère de la Défense ne nie pas les révélations, et même déclare qu'il va y avoir une enquête interne pour savoir si effectivement les dérives... Ça partait bien. Voilà, en tout cas, il y avait une volonté affichée de faire un peu de transparence et d'enquête interne, sauf que cette enquête interne va être classée en 3 mois, classée également confidentielle défense. Elle va conclure que tout va bien, que tout s'est bien passé, mais personne n'aura jamais accès à ce rapport. Et donc voilà, il y a ce premier temps, mais en parallèle, le ministère de la Défense en fait dépose plainte. Une plainte contre X qui vise pas directement Disclose, mais dont le but est de demander à la justice de trouver qui sont les sources, les personnes qui ont informé Disclose, qui ont transmis les documents. Et là, la machine judiciaire va se mettre en route. 2 juges vont être nommés. Le parquet national antiterroriste va être saisi de l'affaire, qui va, lui, faire appel à la DGSI. Donc la DGSI, c'est les services de renseignement intérieur français, qui sont chargés du contre-espionnage et de la lutte antiterroriste. Et donc, ils vont être missionnés. Tu es une espionne. Et donc, voilà, ça veut dire que dans les esprits, je suis considérée comme, en tout cas, oui, potentiellement une espionne, en tout cas quelqu'un qui nuit fondamentalement aux intérêts de la France. Et surtout, le but, ça va être de trouver qui a informé Disclose. Donc, qui a un problème fondamental, puisque... théoriquement, c'est interdit. En France, parce que les gens ne le savent peut-être pas forcément, il y a le secret des sources, c'est-à-dire que même devant un tribunal, on n'est pas obligé de révéler qui sont nos sources. Et c'est une protection fondamentale de notre métier qui permet aussi à un certain nombre de personnes de nous parler, de faire ces enquêtes. Parce que sans ça, c'est plus possible. Oui, j'ai noté la définition exacte qu'il y a dans la loi de 2010. Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent voir des journalistes doivent être protégés, leur anonymat doivent être protégés parce qu'ils prennent parfois des risques, le risque d'être licenciés, virés, d'avoir des problèmes au travail ou, voire plus grave, dans le cas qui nous occupe, d'être poursuivis en justice, voire d'aller en prison. Donc la loi prévoit ça, la loi française évidemment, mais aussi la loi européenne. C'est un principe fondamental en démocratie de protéger cet espace de liberté d'expression, en fait, de tous les citoyens qui ont accès à des informations qui nous concernent tous, mais qui sont accaparées par quelques personnes. Et donc, ils vont te perquisitionner ton domicile, ils vont rentrer chez toi pour identifier cette source, en fait. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'ils ont effectivement en tête, donc leur enquête se poursuit. Moi, ce que je vais découvrir après, c'est qu'ils vont mobiliser tout un tas de moyens d'espionnage qui sont en général dédiés à la lutte antiterroriste, c'est-à-dire m'espionner, me filer, me suivre dans la rue. Je regarde vers la porte. Voilà, me mettre, géolocaliser mon téléphone en temps réel, donc avec les opérateurs pour savoir où je suis quand ils n'ont pas assez d'hommes, pour me suivre sur le terrain. Ils savent précisément où je vais, à quelle heure, etc. Ils vont éplucher tous mes déplacements sur 4 ans, mes comptes bancaires, donc j'ai des tonnes de... C'est fou. Des dossiers très, très impressionnants. Et donc, tout ça se passe sans que je sois évidemment informée. Je le découvre plus tard, plusieurs mois après ma garde à vue. Et donc, en septembre 2023, effectivement, je vois débarquer chez moi une dizaine d'agents de la DGSI, une juge d'instruction, des greffiers, qui viennent me dire, vous êtes placé en garde à vue et on va perquisitionner votre domicile.
Donc voilà, c'est ça la suite logique de l'enquête, et dont le but, encore une fois, n'est pas d'essayer de savoir si la France a dérivé, a aidé une dictature à tuer des civils, est-ce qu'il y a des complicités internes, est-ce qu'il y a un problème de fond au sein de l'État français. Non, le but, c'est de savoir qui a alerté. Qui est la taupe C'est pas la taupe, en fait, c'est qui dans leur tête. Oui, mais en fait, c'est de rechercher qui sont les héroïnes, les héros qui ont lancé l'alerte, même parce qu'en fait, ce qu'on révèle dans l'enquête, c'est pas seulement cette opération militaire, c'est que en interne, les militaires écrivent dans les rapports. En fait, ce sont des rapports qui compilent des alertes au fil des mois, au fil des années. Donc ça, c'est une opération qui a commencé en 2016, qui a continué au moins jusqu'en 2022, mais peut-être encore à l'heure actuelle. Et les militaires alertent, ils disent « Attention, on n'est pas du tout en train de faire de la lutte antiterroriste, on est en train de donner des informations pour bombarder, tuer des gars qui transportent des cigarettes Cléopatra ». Et c'en est où cette procédure aujourd'hui ? J'ai été placée sous le statut de témoin assisté. Donc ça veut dire, en janvier dernier, le 17 janvier dernier, la juge d'instruction souhaitait me mettre en examen. Et après 3 heures d'interrogatoire, finalement, elle a décidé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour me mettre en examen. Et qu'en plus... là, pour le coup, je la cite, elle me dit « Votre enquête, l'enquête de Disclose est d'intérêt public et je ne serai pas jugée, je ne serai pas poursuivie devant un tribunal où je risquais quand même 5 ans de prison et plus de 75 000 euros d'amende. » C'est pas mal. Voilà. Donc, mais l'enquête est toujours en cours. Elle peut décider de transformer mon statut, de me remettre en examen. Il y a a priori... il y aurait peu de logique à faire ça. La suite logique, c'est que l'enquête soit classée et que cette dérive, cette nouvelle dérive de la lutte antiterroriste soit clôturée et qu'on puisse reprendre tranquillement notre travail et que l'État aussi, les parlementaires, puissent interroger ce qui a pu se passer dans le cadre de cette coopération franco-égyptienne. Oui, et puis le secret défense, c'est quand même un outil juridique qui permet des fois de masquer un certain nombre de dérives. Je me souviens avoir travaillé sur l'affaire Claude Herman, donc, qui est un militant d'extrême droite, qui a été trafiquant d'armes et qui a importé les armes qui ont servi à commettre les attentats de l'Hypercacher. Et Claude Herman était un indique auprès notamment de la gendarmerie nationale. Et comme la gendarmerie nationale, c'est des militaires, tous les rapports étaient classés secret défense, tous les rapports de Claude Herman. Et le juge s'est battu pendant plusieurs années pour obtenir la déclassification. Et au moment du procès qui s'est tenu à Lille, les militaires sont convoqués, sont interrogés, et déjà, les militaires demandent et obtiennent un huis clos. Alors, le juge décide de faire un huis clos partiel. Donc, huis clos, ça veut dire qu'il n'y a pas de public. Mais partiel, seuls les journalistes ont le droit d'y assister pour assurer une forme de publicité à l'audience. Et à ce moment-là, on assiste à un mensonge de la part des militaires parce qu'ils commencent à dire « nous n'étions au courant de rien, nous n'étions pas au courant du fait qu'ils trafiquaient, qu'ils vendaient des armes alors que dans des rapports, on voit des photos des armes prises par l'agent de renseignement, donc c'est bien qu'ils étaient au courant puisqu'il y a des photos. » Donc ils mentent. Et quand le gradé est interrogé sur les règles qui définissent, qui encadrent l'encadrement d'une source dans le cadre quand on est gendarme, le gradé dit « même le corpus, même les règles sont secret défense, je ne peux pas vous répondre. » Et ils ont répondu secret défense, secret défense, secret défense, à l'infini. Il n'y a pas eu de suite à ce mensonge qui sont commis devant la justice, parce que la justice n'était pas saisie de cette affaire. Ouais, non, mais ça, c'est un énorme problème. En France, on a un dévoiement total du concept de secret défense qui est un mot valise qui permet de mettre toutes les affaires dont on ne veut pas avoir à se justifier. Mais en fait, il y a eu un règlement qui fixe les bornes et on ne peut pas l'utiliser pour des motifs illégitimes et arbitraires. C'est une directive de 2021, mais sauf qu'ensuite, il n'y a personne pour le contrôler. Il n'y a personne pour dire « Ah bah oui, c'est bon, c'était le bon cas, la bonne application ». En fait, les personnes qui notent, qui classent eux-mêmes les documents secret défense, ce sont eux-mêmes les juges de la bonne application. Donc, ça donne des situations absurdes comme ça. Yann, à Mediapart, vous avez aussi subi au moins une tentative de perquisition après avoir
publié, je crois, un enregistrement dans le cadre de l'affaire Benalla. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ? Oui, alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 2018, quand l'affaire Benalla éclate. Vous vous souvenez, il a tabassé un des manifestants lors de la manifestation du 1er mai. C'est Le Monde qui fait la première révélation. Et nous, on embraye assez vite. Et en 2019, on révèle notamment le contenu donc, d'un enregistrement où il y a Benalla et, j'allais dire, son complice et ami Vincent Kraz qui discutent. Et cet enregistrement, il est bombesque pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont ensemble alors qu'ils n'ont pas le droit de l'être, parce que normalement, ils ont l'interdiction de se rencontrer à cause de l'enquête en cours. La deuxième chose, c'est qu'ils se vantent d'avoir toujours le soutien d'Emmanuel Macron. Et la troisième chose, c'est qu'ils discutent d'un contrat extrêmement controversé de sécurité qu'ils ont passé avec un oligarque russe, avec des histoires de société écran, etc. Bon, donc cet enregistrement, il est absolument cata pour Alexandre Benalla et plus généralement pour la Macronie. Et peu de temps après, on voit débarquer donc, à Mediapart un procureur, 3 policiers, donc quand même un officier de la brigade criminelle. Donc là, c'est un peu le pendant de ce qui était arrivé à Ariane. C'est-à-dire qu'on se demande bien quel crime on a pu commettre à part publier des informations pour qu'on ait un officier de la brigade criminelle qui vienne. Et donc, le procureur nous lance « Ceci est une perquisition ». Alors évidemment, on refuse d'ouvrir. On les emmène dans un bureau, dans un étage supérieur. Et heureusement pour nous, comme c'est une enquête préliminaire, donc menée par les procureurs qui ne sont pas statutairement indépendants, ils doivent avoir le coup de tampon d'un juge indépendant pour pouvoir nous forcer à ouvrir. Et en fait, ils n'ont pas osé demander ce coup de tampon d'un juge indépendant, ce qui aurait fait un peu tâche. Donc du coup, ils ne peuvent pas nous forcer à ouvrir. Du coup, on n'ouvre pas. Voilà. Là, ils menacent de revenir, de demander l'autorisation du juge pour nous forcer à ouvrir. Ils s'en vont. Sauf qu'entre-temps, on fait du ramdam, on alerte la presse, on fait une conférence de presse. L'indignation est assez générale et du coup, ils sont jamais revenus. Mais ce qui est très fort, c'est que on ne voulait pas laisser passer ça parce qu'on trouvait que c'était trop grave. D'autant plus que, quand même pour le contexte, il y avait eu une enquête ouverte judiciaire justement, notamment pour déterminer si Alexandre Benalla et Vincent Kraz avaient violé leur contrôle judiciaire. Et dans le cadre de cette enquête, nous, on avait déjà dit publiquement qu'on était prêt à donner des morceaux pertinents de la bande. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller la chercher, vu qu'on était prêt à la donner, mais sous certaines conditions, et notamment des conditions qui permettent de respecter le secret des sources, même problématique que pour Ariane. Donc, c'était totalement absurde de venir chercher cet enregistrement de force. Et du coup, on a attaqué l'État en justice et on a gagné en 2022, ce qui est extrêmement rare. Mediapart est l'un des très très rares médias qui a réussi à faire condamner l'État en justice. Et je voulais vous lire un petit extrait de ce jugement parce qu'il est vraiment très intéressant. Que dit le tribunal ? C'est que, en fait, ce que venaient chercher les policiers et les procureurs, ce n'était pas, je cite, la vérification et l'authenticité du document, mais les modalités de sa captation, investigation qui impliquait nécessairement un aspect au support, donc au fichier informatique, et à ces éventuelles métadonnées qui sont de nature à permettre l'identification de la source. Donc c'est ça que dit le tribunal, et c'est pour ça qu'il a condamné l'État, c'est qu'il disait que, en fait, l'objectif caché de cette perquisition, c'était pas d'enquêter sur Alexandre Benalla, c'était encore une fois d'essayer de trouver la source grâce au fichier original avec les métadonnées qui auraient pu permettre justement d'identifier cette source. Et c'est pour ça que le tribunal a jugé que cette tentative de perquisition était totalement abusive, parce qu'elle visait à porter atteinte au secret des sources et aussi finalement à décourager plus largement les sources de nous parler. Parce que si les gens se disent « Ah bah zut, dès que je file une info à Mediapart, ils sont susceptibles d'être perquisitionnés et mon identité d'être découverte », évidemment, ça décourage les gens de nous parler. C'est pour ça qu'on a voulu, taper très fort et faire condamner l'État, ce qu'on a réussi à faire, pour que ça ne se reproduise plus et que justement les sources se disent les infos sont sûres chez nous, quoi. Et puis ça envoie un message à la justice dans son ensemble. Nous, on a eu une journaliste qui a été convoquée au commissariat parce qu'elle avait fait une enquête dans laquelle elle avait raconté qu'un policier était aussi dealer. Et on publie cette enquête et elle est convoquée au commissariat et le policier lui demande très clairement quelles sont vos sources. Alors évidemment, nous, on avait dit, on veut bien aller voir cette convocation, mais accompagné de l'avocate du média, évidemment, qui a dit, on ne répondra pas à cette question. Et elles ont quitté le bureau
Et là, le commissaire de police a menacé d'attaquer la journaliste en justice pour ne pas avoir divulgué ça. Et on a passé un coup de fil au parquet en disant « Mais attendez, c'est quoi cette affaire ?» Et le parquet s'est dégonflé. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu des Mediapart qui a fait ce genre de procédure que ça garantit un peu plus le secret des sources pour tout le monde, même si on l'a vu, il est encore attaqué. Est-ce que vous pensez que dans ces affaires, il y a des consignes qui viennent d'en haut ? Est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que François Hollande, avant lui, donne des consignes sur la surveillance des journalistes ou c'est de l'ordre du fantasme, tout ça ? Nous, on a eu des informations off de sources qui nous ont dit qu'après l'enquête de Disclose sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, donc c'était en 2019, la première grande enquête en fait de Disclose qui est publiée en partenariat aussi avec Mediapart. Ça passe très mal. C'est Emmanuel Macron qui est président à l'époque. Ça fait 1 an qu'il est président. Et lors d'une réunion, il dit qu'il faut arrêter ces fuites. C'est insupportable, il faut arrêter ces fuites. Voilà. Et donc, c'est pris a priori au pied de la lettre. Ensuite, quand tout en haut du sommet de l'État, vous avez une parole comme ça, même s'il n'y a pas ensuite d'ordre qui est donné, clair et net, c'est interprété ensuite, potentiellement interprété en tout cas dans le reste de l'État et de la machine, du ministère de la Justice. Et effectivement, le média qui a eu le plus de convocations à la DGSI, c'est Disclose. Il y a eu 5 journalistes qui ont été convoqués en tout. Et moi, donc, je suis la dernière qui a été en plus perquisitionnée et placée en garde à vue. Mais il est possible qu'effectivement, il y ait un petit focus sur le média Disclose. En tout cas, je crois qu'il y a une grande sensibilité de cette présidence vis-à-vis des fuites dans la presse, de paroles dont ils n'ont pas envie qu'elles soient dans la presse. Et il y a eu récemment Emmanuel Macron qui s'est énervé que des journalistes, je crois que c'était de l'AFP, qui racontaient les coulisses d'une discussion internationale sur le conflit en Palestine. Et il a réagi très vivement en disant que c'était des fake news, etc. Et je sens qu'il y a une sensibilité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais assez forte sur la communication et comment les journalistes... Il faut contrôler le discours présidentiel de manière très, très claire. Walid, toi, tu as connu directement les pressions de l'État. La dictature, déjà, c'est autre chose, tout à fait. Ouais. Déjà sous Ben Ali, qui a été président, je mets des guillemets à président, pendant 23 ans. Toi, tu as vécu la censure dans cette période-là. Au quotidien, c'était quoi un journaliste censuré sous Ben Ali ? Alors, au quotidien, un journaliste censuré sur Ben Ali, donc, il y avait ce qu'on appelait les lignes rouges à l'époque de Ben Ali. Tu ne touches pas à Ben Ali, tu ne touches pas à la politique, tu ne touches pas au Trabilsi. Le Trabilsi, c'est la famille de Leïla Ben Ali, l'épouse de Ben Ali. Donc, ses frères et ses sœurs. Pourquoi tu ne touches pas à ça ? Parce que les commerces florissants, l'import, l'export, ils contrôlaient l'État. C'était un État dans un État. C'est les Trabilsi qui contrôlaient tout le pays. Donc, ce qu'on appelait à cette période-là, donc, les tabous, les lignes rouges. Il ne faut pas donc les toucher. Et moi, je me souviens, ma dernière expérience avec la censure, c'était le 14 janvier, le jour où Ben Ali il va chuter. Donc, je fais un reportage à la grande manifestation de l'avenue Habib Bourguiba. Et donc, j'écris un article sous forme de billet. La voix du peuple crie à haut sur le régime. Et là, donc, le rédacteur en chef, il la regarde comme ça, il lui dit « Mais c'est un peu tôt, Walid. » C'est un peu tôt, Walid. Donc, fallait attendre 24 heures avant... Non, mais Ben Ali, il a pris... Non, quand j'ai écrit l'article, le temps donc, de le corriger, de l'ajuster et tout ça, Ben Ali, on avait l'information que Ben Ali, il était actuellement à l'Arabie Saoudite. Et donc après, il y a la révolution du jasmin. C'est une grande bouffée d'air pour le pays. Et toi, on te propose de prendre la rédaction en chef d'une nouvelle chaîne de télévision. C'est une grande boîte, oui. C'est un peu spécifique. Voilà, c'est Cactus Prod, qui est une société de production qui est récupérée... Ça fait partie des biens confisqués. Donc, quand Ben Ali il quitte la Tunisie, les Trabilsi aussi, sa femme, il laisse des milliards et des milliards. Des châteaux, des villas de luxe, des hôtels, des voitures, des commerces florissants, donc des grandes sociétés et tout. Donc,
contrôler toute l'économie. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle une commission des biens confisqués. C'est des milliards et des milliards. Parmi ces biens confisqués, il y avait 4 médias. 4 médias, donc un journal franco-arabe, Dar Sabeh, 2 radios, Radio Zitouna, Radio Shams FM, et la plus grande boîte de Nord-Afrique, Cactus Prod. C'était une très très grande boîte. Les studios, c'est 1,5 hectare et tout. C'est énorme. C'était la plus grande boîte de production à l'époque. Donc, elle appartenait en 51% à Belhassan Trabil, c'est le sœur de Laila Ben Ali, et 49% à notre homme d'affaires qui s'appelle Semil Fehri. Ça a été confisqué. J'ai été approché, je quitte le quotidien, je démissionne, j'ai été approché pour être rédacteur en chef dans cette chaîne-là. On commence. La chaîne achète sa propre fréquence. Je commence petit à petit à découvrir que des logos. Notre société s'appelle Cactus Prod. Notre logo, c'était simple, un cactus vert. Et on commence à avoir des logos dans nos génériques d'émissions. Samouraï Prod, V-Prod, B-Prod, 8-Prod. Mais c'est qui ces sociétés-là? Ça n'existe pas. Le personnel, c'est Cactus Prod. Les plateaux, les studios, c'est Cactus Prod. Les techniciens, l'administration, les journalistes, tout ça, c'est Cactus Prod. Et c'est l'État. Je commence ma petite enquête. Le premier choc, Samouraï Prod, cette société-là, je me souviens. Les animateurs dans notre chaîne étaient actionnaires, des journalistes, la sœur de Semil Fehri, la femme de Semil Fehri. Rappelle qui est Semil Fehri. Semil Fehri, c'était donc, comme je dis, c'est un homme d'affaires qui était l'actionnaire 49% avec Belhassan Trabelsi. C'était un ancien proche du clan Ben Ali qui rentrait. Ouais, très proche. Et donc, lui, son 49% a été gelé par l'État. Il ne peut pas. Donc, il y avait une administratrice judiciaire. Et donc, il a créé avec l'administratrice judiciaire et la juge aussi qui était chargée, tout ce montage-là, toutes ces sociétés-là, 8Prod, ou bien Samouraï Prod, ou bien V-Prod, ou bien B-Prod, vous allez trouver ou bien un proche de Semil Fehri, ou bien un membre de sa famille, ou bien un ami d'enfance, ou bien un animateur dans la chaîne. Et c'était quoi le but de ce montage? Alors, c'est tout à fait simple. C'est quoi les ressources d'une chaîne de télé? C'est la publicité. Au lieu de verser la publicité à Cactus Prod, ce qui veut dire à l'État, on va verser la publicité de Cactus Prod, du travail qui a été fait par Cactus Prod, par le personnel de Cactus Prod, par les moyens de Cactus Prod, à d'autres chaînes de télé à d'autres boîtes de prod qui sont Samouraï, V-Prod, un détournement d'argent et un blanchiment d'argent pur et dur. Et ça avait été organisé donc avec les magistrats qui avaient... Oui, elle était au courant. Elle pouvait pas nier. Et donc, à l'époque, en 2016, on découvre ça en 2016, je dépose plainte avec mon syndicat. J'étais président de section syndicale du syndicat national des journalistes tunisiens. Et donc, comment tu vas faire sortir cette affaire? Alors, je tiens à remercier, c'est Nawet, c'est un média alternatif tunisien très connu, donc c'est un site franco-arabe qui vont sortir, c'est un collègue Yassine Nebli qui va commencer à enquêter et donc je vais lui donner plein de documents, il va publier l'enquête en premier lieu en 2018, ça commence cette petite enquête, ils vont ouvrir une petite enquête et après ils ont dit écoutez on va créer en 2019 le premier pôle d'anticorruption et c'est qui la première affaire qui va être examiné par ce pôle anticorruption, c'est l'affaire Cactus Prod, encore une fois. Donc 2010, ça traîne de 2018 à 2019. Pourtant, Nawet, Yassine Nebli a fait une très très belle enquête. Il a fait 2 parties de cette enquête-là. Ça crée une grande polémique. On parle de la chaîne numéro 1 en Tunisie. J'en pouvais plus. 2019, je décide de sortir. Voilà, on va jouer à visage découvert. Je sors dans la radio numéro 1, Mosaïque FM, dans une émission de radio, 30 minutes, où j'explique tout ce qui se passe réellement. ملف 8Prod, ملف سامي الفهري، كيفاش نجموا نسميو الملف هذا؟ سميوه بكل المسميات واحنا باش نرجعوا اكثر تفاصيل مع جيهان. Je te jure, le lendemain, j'étais directement contacté par la brigade économique. Bonjour, on vous cherche, monsieur, on a besoin de vous. Vous savez où je suis, on parle de la Tunisie, on parle de 3000 journalistes, on parle de la chaîne numéro 1, on parle pas de grand monde, donc ils le savent très très bien. Et toi, tu as subi des pressions après ça? Ah oui, j'étais au frigo parce que j'étais président de section syndicale, ils voulaient me licencier, on ne peut pas le licencier. Donc, on va le mettre au frigo. Pour le licencier, il faut avoir une procédure un peu spéciale pour un syndicaliste ou bien avoir une faute professionnelle grave. Chose qu'ils ne vont pas trouver, donc on va le faire sortir de son bureau, il n'est plus rédacteur en chef, on va le laisser 1 an comme ça traîner, c'est ses amis qui l'insultent, des agressions. J'ai lu ça, des agressions. Des agressions. C'est-à-dire, tu es dans la rue Oui, surtout dans les manifs. Non, surtout dans les manifs. Quand tu fais les manifs, on t'arrête, on t'agresse, on t'envoie des gens
Alors là, nous sans parler on va dire, des messages que je reçois sur mon téléphone, sur Facebook surtout. On parlera de Facebook en Tunisie parce que Tunisie, c'est une société facebookienne. C'était de l'harcèlement. C'était de l'harcèlement pour ma famille, pour moi. Mais c'est des anonymes qui te Oui, c'est des harcèlent, anonymes ou bien hein. Oui, c'est des anonymes ou bien c'est de la police. Hein. C'est la police. Hein. Qui se déguisent même pas, quoi. Ah oui, ils t'agressent, ils t'arrêtent. Quand je conduisais ma voiture, j'étais toujours arrêté. Et jusqu'au jour où, alors il y a une nouvelle loi qui va être votée. Le fameux décret loi 54. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est et comment ça t'a amené finalement à quitter la Tunisie ? Alors, le décret loi 54, il faut rappeler qu'Aïs Saïed, le 25 juillet 2021, prend le plein pouvoir. Il n'en peut plus de cette opposition. À l'époque, quand même, il y avait une grande opposition à ce qui a fait qu'Aïs Saïed, parce qu'il a pris tous les pouvoirs. Il va dissoudre le gouvernement et il va geler le Parlement. Il va prendre le plein pouvoir. Il va arrêter aussi la Constitution. Donc, arrête la Constitution de 2014. Donc, il va prendre le plein pouvoir. Il ne pouvait plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y avait quand même des C'est la fin de la démocratie. C'est bon, c'est là, enterrer la démocratie même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer ce fameux décret loi 54 pour lutte contre les informations, fausses informations et tout ça. En gros, entre 5 et 10 ans de prison et 13 000 € d'amende. Ce qui permet des arrestations arbitraires. C'est le cas. C'est le cas actuellement. Et moi, donc, lors d'une manifestation c'était au février 2023, je prends la parole à la Kasbah. La Kasbah, c'est la place du gouvernement en Tunisie. Je dénonce les agissements de Kais Saïed. La veille, il était au ministère de l'Intérieur. Il a prononcé un discours anti-journaliste. C'est des malfaiteurs, c'est des traites. C'est toujours le cas. C'est toujours le discours de Kais Saïed. Donc, j'étais un peu grossier, pour être honnête aussi. Oui, il se prend pour un dieu, mais ça a été diffusé largement. Donc, abat cette constitution de merde. Tu peux la faire en tant que papier toilette, un gouvernement de marionnettes. C'était un peu ça, voilà, donc, de cette manifestation, oui. Et là, après ce discours public qui a été diffusé massivement sur Internet, on te fait comprendre ou des gens t'alertent que tu dois partir ? Oui, parce que l'un de ceux que j'ai dénoncé, il a un magistrat, et son frère est un magistrat militaire. Et son frère, je vais découvrir ça après, c'est celui qui a fait le sale boulot pour faire taire toute l'opposition de Kais Saïed. Je parle de l'opposition politique. Donc, il a été amené au ministère des Affaires sociales pour tenir le dossier des médias confisqués. C'est très, très bien que c'est moi qui ai dénoncé son frère et tout sur Isola. Et donc, il voulait ma peau à tout prix. Et donc, c'est quoi, c'est une source qui te... Non, après, le mec, je le connais, c'est bon. Donc, ouais. Tu comprends qu'il faut partir ? Non, c'est bon. Donc, c'est une source à moi qui m'appelle et me dit, écoute, Walid, là, on rigole pas. Est-ce que j'ai le temps ? Il me dit, oui, tu as un petit peu de temps, mais écoute, on va t'arrêter. Et voilà, je décide de quitter. Donc, mon syndicat alerte la Fédération internationale des journalistes et les syndicats ici en France. Donc, et je quitte la Tunisie directement. Et depuis, tu n'es jamais retourné en Tunisie ? Je ne peux pas retourner en Tunisie. Sacrée affaire, mais bon, c'est toujours difficile de faire des parallèles entre des régimes dictatoriaux. La France, qui est quand même une démocratie, on peut parler de démocratie de basse intensité, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Mais il y a quand même le sujet de lois qui ont vocation à restreindre des lois liberticides. Oui. Alors peut-être juste une petite parenthèse, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est dans une démocratie, on est préservé. Alors heureusement, il n'y a pas de journalistes assassinés en France, croisons les doigts, mais ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y en a en Europe, y compris dans l'Union européenne et dans des pays démocratiques. Je voudrais juste rappeler 2 exemples. Celui de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée en 2017 de façon totalement mafieuse, une bombe sous sa voiture, donc il faut imaginer la violence. Elle a travaillé sur les Panama Papers, je me souviens. Et elle travaillait sur la corruption du Premier ministre et de ses proches. Donc, vous voyez, elle se fait assassiner parce qu'elle dénonce la corruption du Premier ministre et de son entourage dans un pays démocratique de l'Union européenne. Et quelques mois plus tard seulement, en février 2018, c'est au tour de Jan Kuciak en Slovaquie, qui lui aussi enquêtait sur le Premier ministre et son cercle proche, et qui lui aussi est assassiné, lui, par balle. Donc voilà, ça se rapproche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on est complètement immunisé parce qu'on vit dans une démocratie. Et puis il y a eu des intimidations qui s'apparentent à des tentatives d'assassinat en France. Par exemple, Morgane Large, qui est une journaliste en Bretagne, où ses pneus avaient été déboulonnés ou crevés pour qu'elle ait un accident. Voilà, déboulonnés pour qu'elle ait un accident de voiture. Moi, j'ai une collègue
dans le sud de la France aussi qui avait été menacée par un agriculteur qui avait essayé de la renverser avec son tracteur. Il y a aussi je pense des intimidations qui s'apparentent à des tentatives d'assassinat, y compris en France, dont on ne parle pas ou dont on n'a pas forcément conscience. Un journaliste azéri, notre collègue azéri, qui est en exil et qui habite à Nantes, qui a échappé à 3 tentatives d'assassinat en France. C'est complètement dingue. Il vit actuellement sous surveillance. Il a pris plus de 10 coups de couteau l'une de ses tentatives. Il vit sous protection. Ils ont arrêté un groupe qui était armé, qui tentait. Ils ont déjà tenté de le tuer 3 fois parce qu'il fait des sujets sur YouTube qui critiquent le pouvoir en place en Azerbaïdjan, et il vit sous protection policière, caché, parce que à 3 reprises différentes, ils ont tenté de l'exécuter à Nantes. Ici en France, oui. Ça se passe ici en France. Oui. Ces dernières années, en France, on a vu des lois qui, certaines sont passées, d'autres qui ont été freinées. Je pense au secret des affaires, qui est quand même une loi qui est... En gros, les secrets de l'économie, je me tourne vers toi, Yann, tu seras peut-être plus fort que moi pour la résumer. Le secret des affaires, c'est une grande innovation qu'on doit à Emmanuel Macron, qui, comme chacun sait, est très pro-business. Il aime les entreprises, c'est la Startup Nation. Plus que la démocratie. et plus que la liberté de la presse. Donc, en fait, c'est une loi complètement dingue parce qu'elle, en gros, elle part du principe qu'à partir du moment où une entreprise décide que quelque chose d'interne est secret, c'est secret. Donc c'est quand même très simple, c'est extrêmement pratique pour les grandes entreprises. Et il y a un autre truc dingue dans cette loi, c'est que en France, on a la chance d'avoir un droit de la presse qui est vraiment très bien fait. C'est la fameuse loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est une des grandes conquêtes de la Troisième République et de la démocratie française. Et elle impose que quand quelqu'un attaque un journaliste, par exemple une entreprise qu'on aurait critiquée, ça se passe devant la chambre de la presse, la fameuse 17e chambre du tribunal de Paris, avec des magistrats qui connaissent extrêmement bien cette loi et qui sont conscients à la fois de la liberté de la presse et aussi des choses que les journalistes doivent respecter pour faire du bon travail. Dans le cadre de la loi sur le secret des affaires, on n'est pas jugé devant ce tribunal spécialisé, on est jugé devant le tribunal de commerce, dont il faut rappeler que les juges sont en fait des chefs d'entreprise élus par leur père. Et donc vous avez une loi qui dit, tout ce que l'entreprise a décidé de classer secret, c'est secret. Et pour arbitrer entre ce secret arbitraire et la liberté d'expression et d'information des citoyens, en fait, c'est des chefs d'entreprise qui vous jugent. Donc c'est complètement dingue. C'est Bolloré. Alors, heureusement, les rares tentatives de museler la presse en faisant appel à cette loi ont échoué. Alors elles ont pu marcher en première instance, mais en général, elles ont échoué en appel. Par contre, ça a un effet collatéral qui est extrêmement grave, c'est l'accès aux documents administratifs. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une loi en France qui permet à n'importe quel citoyen, et pas seulement aux journalistes, d'accéder aux documents administratifs de façon libre. Et il y a une commission spécialisée qui s'appelle la CADA, qui, quand par exemple un ministère refuse de nous donner des documents, peut ordonner à ce ministère de nous les donner. Et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes d'accès aux documents administratifs qui sont en fait refusées au nom du secret des affaires. Pour vous donner un exemple très simple, on avait beaucoup enquêté sur les fameux masques de protection pendant le Covid. Il y avait une énorme polémique à ce sujet. Et on avait demandé les contrats, tout simplement, d'achat de masques au ministère de la Santé. Là, on parle de dizaines et de dizaines de millions d'euros. Donc, évidemment, c'était d'intérêt public de savoir à qui l'État a acheté ces masques, comment, etc. Quel prix. Et la CADA a refusé de nous donner ces informations au nom du secret des affaires parce qu'il faut protéger les entreprises qui ont vendu ces masques à l'État, alors même que ces masques ont été achetés avec de l'argent public, ce qui est évidemment totalement absurde. Puis, ces attaques devant le tribunal du commerce ont aussi vocation à intimider les journalistes. Reflet.info, qui avait bossé sur les dry leaks, avait été attaqué devant le tribunal de commerce au prétexte du secret des affaires. Ils avaient été condamnés et la décision de justice était complètement dingue. Elle disait... ce que vous avez publié, on reconnaît que c'est d'intérêt général, mais comme à l'avenir, vous pourriez violer le secret des affaires, vous n'avez plus le droit de publier quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient appelé différents médias, Blast et Street Press, et qu'on avait décidé de passer outre cette première décision et de publier nouvelles enquêtes. Vous avez gagné en appel. Et on a gagné en appel, mais on a publié dans l'entre-deux. Donc il y avait un moment où en fait on allait contre une décision de justice, alors qu'il n'était pas définitive, mais quand même avec un risque juridique qui était extrêmement fort.
Et là, le but était clairement d'empêcher les nouvelles enquêtes, puisque c'était écrit dans la décision de justice. Ouais, c'était un acte de censure, a priori, ce qui était inédit. Au préalable, c'est arrêtez-vous là, il n'y a rien d'intéressant, alors qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments d'intérêt public, et notamment, ces documents ont permis de révéler une fraude fiscale en Suisse assez massive de Patrick Drahi, et comment il avait tenté de limiter l'impôt qu'il devait payer en faisant croire qu'il avait quitté sa femme alors qu'ils habitaient encore ensemble, et pour des questions de domiciliation, il avait fait croire qu'il ne vivait plus avec son épouse, qui relève de la vie privée, sauf si ça permet d'éviter les impôts. Et ces documents démontraient absolument le contraire, parce que dans les leaks, on avait tout un tas de documents qui relèvent du quotidien, mais qui montrent que ce quotidien se fait en commun. La liste des shampoings quand ils partent en vacances, les marques de yaourt, etc. Mais c'est ces petits éléments qui démontrent qu'au quotidien, ils sont ensemble. Ils vivent bien ensemble. Puisque voilà, c'était écrit dans des tableaux, les shampoings pour Madame Drahi, etc. Bref. La France n'est donc pas toujours aussi fan de la liberté de l'expression, de la liberté de la presse. Ariane, tu as publié une enquête dans laquelle tu révèles qu'elle a tenté avec d'autres pays de torpiller une loi qui, au niveau européen, devait consacrer un peu plus cette liberté. Tu peux nous raconter ? C'est vrai qu'au niveau européen, la France a deux visages. Devant ses partenaires européens, au Conseil de l'Europe, elle fait partie des amis de la liberté de la presse. C'est un groupe officiel. Oui, c'est la vérité. Et donc la France se considère sincèrement comme un pays phare en termes de liberté de la presse. Le problème, c'est que dans les faits, dans la réalité, c'est le pays qui milite le plus ces dernières années pour limiter la liberté de la presse. Et en particulier pour pouvoir surveiller les journalistes. Et un des exemples les plus récents, c'est son activisme au cours des négociations sur la loi sur la liberté des médias, le Media Freedom Act, qui était une loi donc en 2023 dont le but était d'assurer une sorte de standard minimum d'indépendance pour tous les médias européens qui sont soumis à des pressions très fortes, notamment à l'Est, en Hongrie notamment, du pouvoir politique. Donc il y avait des éléments utiles dans cette loi-là, mais la France a milité pour qu'on puisse qu'on pervertisse en fait un des articles qui disait au départ on ne doit pas utiliser des logiciels espions pour surveiller les journalistes, pour savoir qui sont leurs sources, qui leur parlent, qui leur transmettent des informations. Et la France a dit oulala, qu'est-ce que c'est que cet article ? Il faut absolument qu'on ait une dérogation, et que derrière ce titre très général qui dit non, interdit d'utiliser des logiciels espions, qu'on ait le droit de l'utiliser quand la sécurité nationale est menacée. Ce qui est un terme bien pratique, parce que très vague. Alors, très fourre-tout, dans les dictatures, on connaît très bien ce mot. Ah oui, ça. C'est le mot préféré des dictatures, parce que ça permet de mettre tout dedans. Les opposants, les gens qui critiquent, les manifestants qui disent que le ticket du métro a augmenté et qui protestent. Voilà, c'est tout un tas de gens. Ou les journalistes qui révèlent des documents des classés secret défense. Et donc, en France, on a peut-être pour le moment une définition un peu plus restreinte que dans des dictatures, mais néanmoins, les dernières années ont montré qu'on pouvait l'utiliser de manière assez large, et c'est tout le problème. Ce n'est pas défini, et donc dans le cas d'un énorme mouvement social, on peut décider que ça porte atteinte à la sécurité nationale, et donc on a l'utilité de placer sous surveillance des journalistes. Et on en est où ? Qu'est-ce qui s'est passé après Alors après cette enquête, donc c'était pas juste moi, mais c'était une enquête collective avec une dizaine de médias européens, notamment le collectif de journalistes européens Investigate Europe. Et donc on a publié simultanément dans plein de médias européens. À Chypre et en Grèce, les gouvernements, par exemple, ont été obligés de s'expliquer, parce que la France n'était pas toute seule dans cette histoire. Elle a embarqué 6 autres pays, et notamment la Hongrie, Chypre, la Grèce. Et donc finalement, ça a créé un émoi à Bruxelles. La France a dû rétro-pédaler un petit peu, sous la pression aussi d'ONG comme Reporters sans frontières. Finalement, la loi est un peu moins liberticide que prévu, c'est-à-dire que la dérogation n'est pas aussi explicite.
elle n'est pas totalement éliminée non plus. C'est-à-dire que si les États veulent vraiment recourir à des logiciels espions contre des journalistes, ils le pourront, parce que c'est dans un alinéa de la loi européenne. Mais c'est moins flagrant que le texte sur lequel avait milité la France. Et ce texte de loi, par ailleurs, permet aussi aux forces de police de placer sous surveillance ou de perquisitionner, d'interroger des journalistes dans une liste de 32 délits, et qui sont très vastes. Il y a du sabotage, quand on porte atteinte à la propriété privée, crimes environnementaux, etc. Et donc, de toute manière, cette loi est quand même assez permissive. Le cadre général se dit dire vous n'avez pas le droit de porter atteinte au secret des sources. Sauf. Mais il y a tellement d'exceptions qu'en réalité, ce droit n'est pas vraiment très bien protégé. Et par exemple, après cette loi-là, je peux toujours être reperquisitionné, replacé en garde à vue. Tout le monde peut l'être encore à nouveau. Ça ne change pas fondamentalement les choses. On a parlé beaucoup des pressions émanant des États, mais dans notre travail des journalistes, on est quand même confronté souvent à des entreprises privées. Alors toi, Yann, tu as été confronté plein de fois, parce que tu bosses sur l'économie, à des entreprises privées. Dans le cas du PSG, parce qu'on en a parlé pas mal dans les médias récemment, tu as été confronté à un acteur privé, le PSG, avec un acteur qui était un État derrière, le Qatar. D'abord, tout part des Football Leaks. Rapidement, tu peux nous expliquer ce que c'est, revenir sur cette affaire? Pas uniquement, c'est que, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'enquête sur le PSG depuis très longtemps, et en fait, avant d'enquêter sur le PSG, j'ai enquêté sur l'affaire de la Coupe du Monde au Qatar, donc, qui, comme chacun sait, est entaché de très très forts soupçons de corruption. Donc je commence à m'intéresser au patron du PSG, comme ça, Nasser Al-Khelaifi, parce qu'il a aussi joué un rôle dans, on va dire, les manœuvres pas très claires du Qatar pour obtenir divers événements sportifs, dont la Coupe du Monde et les championnats du monde d'athlétisme. Et ensuite arrivent les Football Leaks, qui sont une énorme fuite de données sur le monde du football, qu'on publie en 2 saisons, en 2016 et en 2018, avec le consortium européen EIC, dont tu as parlé tout à l'heure, et qui révèle là aussi pas mal de turpitudes du PSG, notamment ce qu'on appelle le dopage financier, le fait qu'ils sont arrosés de gazodollars par le Qatar pour être plus riches et pour gagner, et aussi une affaire qui a été très embarrassante pour eux, qui est des cas de fichage ethnique et même de discrimination ethnique au sein du club, où les jeunes joueurs étaient fichés comme étant noirs, maghrébins, ou je cite français. Français, ça voulait dire blanc. Voilà, donc chacun appréciera la classification interne. Bref. Et là, il m'est arrivé une première chose, c'est que en fait, j'ai été victime d'une tentative de piratage informatique assez sophistiquée. C'est-à-dire que j'ai reçu un mail qui venait, en tout cas apparaissait comme venant d'un membre de ma famille proche. En fait, c'était une notification Flickr. Flickr, c'est un site de partage de photos. Et donc, il y avait ce membre de ma famille qui me disait Yann, j'ai mis des photos pour toi sur Flickr, va les télécharger. Donc, je clique, mais en fait, je me rends compte que je clique parce que j'étais en vacances. Mais j'ai un tilt dans mon cerveau. Donc tout de suite, je ferme la page sur mon téléphone, j'enlève la carte SIM, j'éteins le téléphone, j'appelle Mediapart avec le téléphone de ma femme qui était à côté de moi. Ensuite, j'appelle cette membre de ma famille qui me dit non, je t'ai jamais rien envoyé. Voilà. Et du coup, on me change tous mes téléphones, mes ordinateurs. Et ensuite, on fait une petite enquête pour essayer de savoir d'où venaient les photos. Parce que dans le mail, il y avait des photos qui étaient censées m'appâter et qui étaient des photos des enfants de ce membre de ma famille. Et donc, on cherche, et les photos, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas sur son Facebook, voilà. Et un jour, ce membre de ma famille m'appelle et me dit Yann, j'ai trouvé, en fait, les photos, elles sont sur le frigo. Et c'était les photos du faire-part de naissance d'un des enfants donc de ce membre de la famille, que moi j'avais reçu qu'en version papier, que j'avais même plus, voilà. Et donc il y a un mystère qui plane,
qui est comment les pirates ont réussi à obtenir ces photos que moi je n'avais nulle part en version numérique sur mes différents appareils. Bon, ce qui est logique, parce que vu qu'ils essayaient de me pirater, s'ils avaient réussi à me pirater, enfin bref, voilà. Et la suite de l'histoire, c'est que quelques temps plus tard, je crois 2 ans plus tard, il y a eu une enquête du Sunday Times qui en fait a mis au jour une vaste opération de piratage en fait qui aurait été orchestrée par des hackers indiens pilotés par une officine suisse pour le compte de divers clients dont le Qatar. Avec des cibles de haut niveau. Par exemple, selon cette enquête, ils auraient également tenté de pirater Michel Platini. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils auraient tenté de le pirater en fait, peu avant qu'il soit auditionné par la police, justement dans l'affaire de la Coupe du Monde au Qatar. Alors peut-être, je ne sais pas, pour savoir s'il allait balancer ou pas. Bref. Et donc, selon le Sunday Times, c'est bien le Qatar qui aurait tenté de me pirater. Alors le Qatar a démenti, donc on ne saura pas... Enfin, voilà, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Voilà. Et donc, j'insiste là-dessus parce que au-delà des menaces, en fait, aujourd'hui, les logiciels espions dont tu parlais, Ariane, c'est vraiment pour moi la menace numéro 1. En fait, beaucoup plus que les menaces physiques qui sont heureusement très rares. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels espions, les 2 plus connus étant Pegasus et Predator, qui permettent de pirater un téléphone quasiment instantanément. Pegasus, l'un des logiciels espions les plus intrusifs au monde, créé par une société fondée en Israël. Certains même en mode 0 clic, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin de cliquer sur un lien qu'on vous envoie, comme ce qui m'est arrivé. Le téléphone est piraté comme ça, sans qu'il y ait absolument rien à faire, sans qu'il y ait aucune action de l'utilisateur. Et à ce moment-là, les gens ont accès à tout, à vos messages, peuvent activer à distance le micro, la caméra, etc. Et comment tu fais pour t'en prémunir au quotidien ? C'est très difficile. Moi, j'ai une cage de Faraday. En fait, ça coupe physiquement toutes les ondes, le Wi-Fi, le GSM, le GPS, etc. Donc, c'est une petite pochette. Donc après, il y a des mesures de prudence, mais c'est difficile de se prémunir contre ces outils qui sont extrêmement puissants. Et aujourd'hui, c'est vraiment une très, très grande menace pour la liberté de la presse. Peut-être pour finir là-dessus, on a fait donc une grande enquête avec le même consortium EIC qui s'appelle les Predator Files. Et on a fait une interview dans le cadre de cette enquête d'un journaliste grec qui justement s'est fait pirater par Predator. Et c'était vraiment poignant parce qu'il explique que voilà, il se fait pirater et tout d'un coup, il constate que la plupart de ses sources sont virées, mutées. C'est-à-dire il avait dans ses sources des gens assez haut placés, c'était un journaliste d'investigation très connu en Grèce, des hauts fonctionnaires, etc. Et il nous raconte, et là c'est là où c'est vraiment poignant, que lui il a honte, quoi. Enfin, c'est évidemment pas de sa faute, mais il dit mais à cause de moi ces gens-là ont vu leur carrière ruinée, ont été écartés de l'administration, etc. Tout ça parce que son téléphone a été piraté et que les services secrets grecs ont pu identifier ses sources, et donc l'État grec en fait s'est vengé. Notamment vis-à-vis de ces sources qui travaillaient dans la fonction publique et qui ont été virées ou placardisées. Donc ça montre en fait le danger énorme que peut provoquer ce type de logiciel espion quand il est utilisé pour pirater un journaliste, et en particulier un journaliste d'investigation. Dans des pays démocratiques, du coup. Oui, et puis c'est des logiciels qui ont été utilisés par un certain nombre de régimes non démocratiques et qui ont quand même mené à des exécutions. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Azerbaïdjan, l'Inde, la Hongrie en Europe, le Mexique, le Rwanda ou encore le Maroc ont utilisé ce logiciel Pegasus. Les révélations du consortium montrent aussi que des militants, des journalistes ont été traqués, emprisonnés, intimidés et parfois tués. Et notamment, on sait qu'il y a eu des traces d'infection par ces logiciels espions sur les téléphones de plusieurs proches du célèbre journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a été assassiné et découpé, démembré par les services secrets saoudiens dans le consulat saoudien en Turquie. Mais peut-être juste quelque chose sur le fait qu'effectivement, on est une démocratie. La France est encore une démocratie par ses institutions. Mais le fait que dans la pratique, elle milite pour des mesures liberticides au niveau de l'Europe et qu'elle, par exemple, place en garde à vue des journalistes, interroge, intimide des journalistes, en fait, ça envoie des signaux positifs aux dictatures. Ça leur dit, en fait, ce que vous faites, on ne va pas vous taper dessus. Et finalement,
c'est pas très très grave. Donc ça crée une sorte de permissivité internationale d'attaque contre la liberté de la presse. Et dans mon cas très précis, il y a le président de la République démocratique du Congo qui a cité mon affaire, mon placement en garde à vue, pour justifier le fait qu'ils s'en prennent à un autre journaliste d'investigation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne s'y est pas trompé ce week-end. Interrogé à l'ONU sur l'arrestation arbitraire du journaliste Stanis Boujakera Chiamala, il a rappelé l'arrestation en France de la journaliste Ariane Lavrieux pour illustrer la parfaite légitimité de l'arrestation du journaliste congolais. Ça crée un cercle vicieux de permissivité et ça donne une sorte de feu vert aux dictatures pour aller encore plus loin dans les attaques contre la société civile et contre les journalistes. Donc, quand on se bat ici aussi pour préserver, en tout cas pour préserver une forme de liberté de la presse, ça sert aussi aux militants, aux journalistes en Tunisie, en Égypte, ailleurs, qui se battent parce que si on n'a plus ce cocon-là en France, derrière, on ne peut pas aider les autres journalistes dans les terrains encore plus dangereux. Pas que aussi, il y a le risque d'autocensure parce qu'il y a un climat de peur. Quand les journalistes entendent un peu nos histoires un petit peu, c'est des agressions, il y a d'autres histoires un peu choquantes. Donc il y a des jeunes journalistes ou bien des gens qui vont dire, écoutez, moi ça c'est intouchable pour moi, c'est tel sujet, non, on ne touche pas parce qu'on risque des agressions, on risque de se faire arrêter, on risque des gardes à vue, on risque de se faire virer. Quand même aussi les journalistes, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'un salaire et tout ça. Et ça aussi, c'est les régimes, que ce soit démocratiques ou autoritaires, utilisent cette carte-là. Et c'est pour cela, moi, par exemple, quand je vois ce qui se passe actuellement ici en France, la polarisation des médias, cette montée d'extrême droite, je leur dis, écoutez, moi, je viens de Futur. On a vu ça en Tunisie. On a vu que s'est-il passé et que comment ces grosses richesses, ils ont mis à genoux les médias tunisiens à travers des policiers corrompus et à travers aussi des journalistes. Parfois, il arrive à avoir leurs propres journalistes, ce qu'on appelle nous les mercenaires, ou parfois aussi à intimider les autres, les militants, les journalistes qui font de l'investigation. Et comme ça, voilà, le message, il est clair. Parce qu'en arrêtant X, le message, il va passer à tout le monde. Et c'est ce par exemple, le régime actuel en Tunisie, c'est ce qu'il le fait. Il multiplie toujours les messages, il multiplie ce genre de messages. C'est ces arrestations arbitraires. Donc, monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est des journalistes connus, c'est des militants, c'est des secrétaires généraux de partis d'opposition qui sont actuellement en prison. Qu'est-ce qu'il va me passer, moi, le citoyen lambda ? Et donc, c'est un peu ça, c'est le climat de peur qui va se créer petit à petit, qui va aussi toucher les journalistes à l'autocensure. Ça, c'est intouchable. Là. On laisse, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas écrire sur ça, ou bien... Parce qu'en Tunisie, il y a plusieurs journalistes avec qui tu as travaillé pour un certain nombre qui sont en prison, qui sont enfermés, certains qui ont déclenché des grèves de la faim aussi pour protester. Alors, l'exemple phare, c'est la journaliste Sonia Dahmani qui se fait arrêter sur France 24. Sonia Dahmani, elle travaille avec moi dans cette chaîne, Cactus Prod, donc on travaille ensemble pendant 8 ans. Et on l'arrête pour un commentaire satirique au mois de mai 2024. Ça se passe sur France 24, je vous invite à voir la vidéo. C'est en direct, l'arrestation en direct. Il y a la police qui arrive, en fait, je suis désolée, il y a une entrée en direct, en fait, de la police, probablement pour arrêter Sonia Dahmani. Elle était dans une émission où elle parlait de la crise du subsaharien actuellement, parce que aussi, il faut l'admettre, j'ai mal de dire ça, mais il faut l'admettre, il y a une vague raciste actuellement en Tunisie contre les migrants subsahariens. Et dans le débat, elle lui dit l'autre, bien sûr, les discours d'extrême droite, il y a un complot pour changer la démographie de la Tunisie. C'est valable, tout le monde le dit. Donc Marine Le Pen, Zemmour, c'est toujours ça. Sonia Dahmani, pour répondre à excuse-moi de le dire, à ce con, elle lui dit mais quel beau pays pour lui changer sa démographie. Pour ce commentaire satirique, les policiers ils débarquent, ils prennent Sonia. Il agresse tout le monde, ils prennent Sonia, donc ils la emmènent. Après, ils se retournent, ils voient qu'il y a une caméra, France 24, et la journaliste de France 24 qui est en train de filmer. Ils ne savaient pas qu'il y avait un direct. Nous avons la police qui arrive en direct pour prendre la caméra. Et que se passe-t-il, messieurs ? Nous sommes dans un endroit public. Et arrêter le caméraman. Bien sûr, elle est française, on ne l'arrête pas. Oui, on la laisse. Donc, elle est toujours en prison ? Elle est toujours en prison. Elle a été condamnée en appel 1 an et 6 mois de prison par le décret loi 54 pour ce commentaire satirique. Donc, non, c'est fou. Il y a plusieurs journalistes et par ce fameux décret loi qui a été créé pour faire taire toute opposition. C'est ça le climat actuel en Tunisie.
un beau climat quand même. Tu dis c'est l'avenir de la France, j'espère pas. Si ça continue comme ça, avec cette polarisation, avec cette extrême droite, avec aussi des lois qui favorisent la concentration des médias, et aussi on peut parler aussi de la loi de l'ERTF, la loi Rachida Dati pour l'audiovisuel public. Alors voilà. Là, je vois aussi, je vois ce qui se passe actuellement en Tunisie. Des gens ici en France sont en train de faire le même processus aussi pour donner le pouvoir à l'extrême droite. C'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du journalisme d'enquête, qui est un journalisme, effectivement, où il y a la volonté de faire des révélations et des acteurs puissants qui vont tenter de faire taire ces journalistes. Mais il y a aussi des atteintes nombreuses à des journalistes qui font des reportages, qui sont sur le terrain. Il y a eu plusieurs journalistes qui, à l'occasion de manifestations, notamment des manifestations d'extrême droite, qui sont agressés. Il y a des menaces sur les réseaux sociaux. Ariane, je crois que tu as déposé une plainte contre une menace en ligne où tu as été menacée. Oui, c'est un groupe sur Telegram d'extrême droite qui a lancé des invectives et des menaces de mort contre d'abord des avocats et puis une liste de journalistes qui avaient signé une pétition pour demander une réforme justement de la loi sur la protection des sources. Et c'était suite à mon placement en garde à vue. Et donc, c'était une sorte de tribune de soutien. Donc, j'en faisais partie également, mais il y avait plein d'autres journalistes, Salomé Saké, par exemple, qui était aussi signataire de cette liste. Et donc, on a été placé sur une liste de gens à abattre, de journalistes à abattre. On a déposé plainte il y a un an environ. Et est-ce que l'enquête avance ? J'ai pas de nouvelles. Parce que nous, alors j'ai malheureusement été l'objet de menaces de mort à un certain nombre de reprises. À 2 occasions, on a déposé plainte, enfin on a fait un signalement auprès du parquet. C'était il y a plusieurs années. Ces enquêtes n'ont pas bougé et même notre avocate s'est renseignée auprès du parquet. On n'est même pas certain que le moindre acte d'enquête ait été mené, que la justice ait fait quoi que ce soit pour tenter d'identifier les auteurs des menaces de mort. Et on parle de photomontage avec des cibles placées sur nos têtes, avec des liens vers un site internet sur lequel on pouvait acheter des armes. Donc ça donnait quand même un caractère assez concret à ces menaces. J'ai aussi reçu des vidéos d'égorgement, enfin un certain nombre de choses. Et finalement, au bout d'un moment, et d'ailleurs ça dissuade de porter plainte, parce que pourquoi si ça ne tout ça pour ça, et j'en ai discuté avec plusieurs journalistes, plusieurs confrères qui ont déposé plainte, et dans l'immense majorité des cas, pour les menaces en ligne, à part quand c'est des menaces sur Twitter où on peut facilement identifier les auteurs de ces menaces, ça ne mène à peu près à rien. Après, ça montre aussi qu'il y a une justice à 2 vitesses. Ah oui, dès qu'il s'agit de l'État français, Ariane, donc directement, on les place en garde à vue. Mais dès qu'il s'agit de meurtre, ou bien de hate speech, menace, on a vu encore vivant. Non, oui, de menaces de mort, ou bien d'harcèlement, ou bien de hate speech, ou bien d'agression et tout ça. Oui, c'est classé sans suite. Si on va poser la question à plusieurs journalistes, on va vous dire, oui, telle personne qui vous a envoyé tel message, est-ce que vous connaissez la suite ? À 90%, ils vont vous dire, c'est sans suite. En tout cas, on ne va pas lâcher l'affaire, ça c'est sûr. Et je pense que on est de plus en plus attaqués et il faut de plus en plus faire front aussi ensemble. Et peut-être qu'on n'est pas une profession très portée sur l'action collective et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une journaliste est attaquée, que tu reçois une menace de mort, qu'un journaliste en France se fait embêter par la gendarmerie parce qu'il vient couvrir une manifestation écolo et qu'on lui fait une contravention parce que soi-disant c'est une propriété privée, pour citer un exemple récent d'un confrère dans le Sud, il faut qu'il y ait une réaction de toute la profession. Et du coup, la justice se sentira d'autant plus obligée de mettre les moyens qu'il y a une réaction forte de la profession, mais aussi des gens qui lisent la société. Et c'est peut-être ça qui nous manque pour le moment, pour en faire un sujet public, en fait, d'intérêt général. On se dit, ah oui, bon... c'est des journalistes qui sont menacés, bon, c'est pas très important. Mais en fait, s'il n'y a plus de journalisme, il y a plus de voies de recours pour la moitié de la société de faire sortir des informations et d'avoir accès à l'information. Donc en fait, on réduit totalement la démocratie. Je voulais parler d'une dernière atteinte,
un frein à notre exercice, qui sont les procès. Alors on parle de procès bâillon, c'est pas toujours très clair la définition de ce terme, mais la multiplication des procès, j'ai fait le compte avant cette émission, nous à Street Press, on a 9 procès en cours, et plusieurs dizaines au total, puisque certains sont passés. Alors, nous, c'est 340 depuis notre création. 340 procès. 340. Dont 5 perdus, ce dont on est très fiers. Seulement les autres sont en cours. Ouais, non, les autres sont gagnés. Ah, ils sont gagnés. Ah, ok. Ah, bah, super. Non, mais c'est 340, c'est gigantesque. Alors nous, heureusement, c'est moins que ça. Mais alors, il y a une société liée au GUD, l'époux d'une députée RN, un candidat RN, un identitaire, un youtubeur d'extrême droite, un harceleur sexuel, un élu qui a fait de l'abus de biens social et mon préféré, un criminel de guerre argentin qui est en prison en Argentine et qui nous attaque depuis l'Argentine pour diffamation. Celle-là étant plus anecdotique finalement que les autres, parce que ses chances de gagner sont quand même très, très limitées, mais c'est Mario Sandoval qui est en prison en Argentine, qui a été condamné pour des actes de torture, de meurtre et qui nous attaque quand même en diffamation. Alors Mediapart, bon, tu viens de le dire, vous en avez un nombre, j'allais dire incalculable, mais si, vous avez calculé. Et quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'un des procès où Bolloré était allé extrêmement loin pour tenter de faire condamner Mediapart. Ouais, on n'en a pas la preuve absolue, mais on a un très fort soupçon que soit Vincent Bolloré, alors peut-être pas lui personnellement, mais en tout cas son entourage, aurait pu fabriquer un faux document pour nous faire condamner. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on a déjà racontée dans un film qu'on a produit qui s'appelle Media Crash, qui est justement consacré à l'influence néfaste des milliardaires, de certains milliardaires sur les médias. C'est une enquête d'une journaliste indépendante, Fanny Pigeot, qui avait fait une enquête sur un homme d'affaires qui avait été ruiné par Bolloré en Afrique et qui avait gagné tous ses procès contre Bolloré. Donc elle publie son papier dans Mediapart, Bolloré nous attaque. Et arrive le procès, et au procès, les avocats de Bolloré nous sortent un jugement qui, en fait, renversait tous les autres jugements qu'on avait. C'est-à-dire que, qui finalement donnait raison à Bolloré et donnait tort à l'homme d'affaires qui l'avait poursuivi. Alors on tombe de l'armoire, parce que ce jugement, on ne savait pas d'où il sort, etc. Et du coup, on perd en première instance. On fait appel, et entre les deux procès, on regarde ce document, et il y a un truc qui nous interpelle, c'est qu'en fait, à la date du document, le tribunal a changé de nom. Et donc, ça ne pouvait pas être le bon tribunal, parce que le tribunal avait changé de nom entre-temps. Et du coup, notre avocat a écrit à la présidente du tribunal pour lui demander. Elle nous a confirmé, elle nous a dit, oui, ça ne va pas, parce que dans ce document, il y a le nom d'un tribunal, mais au moment où le document est rédigé, ce n'est pas le bon nom. Donc, ça ne peut pas venir de chez nous. Et grâce à ça, on a gagné le procès en appel. Ils avaient fait un faux jugement. Quelqu'un, on ne sait pas qui, a fait un faux jugement. Donc on ne sait pas d'où sort ce document, qui l'a fait, mais en tout cas, ça montre que certains sont parfois prêts à aller très loin pour essayer de nous faire condamner. Mais ce n'est pas le plus fréquent, en fait. Ce qui est embêtant avec les procès, c'est que nous, on a de la chance à Mediapart d'avoir un peu d'argent, d'avoir des très bons avocats, mais par contre, le gros problème que ça pose, c'est le temps. C'est-à-dire que préparer un procès, c'est extrêmement long, vous le savez aussi très bien à Street Press. Et en plus, de plus en plus souvent, on a des gens qui nous attaquent. Du coup, on se fait à préparer notre défense, à bosser, à passer des heures et des heures. Et hop, au dernier moment, ils se désistent. Voilà. Et finalement, l'audience n'a pas lieu. Et donc, en gros, il nous a fait bosser pour rien. Et en fait, ces procès, ils ont deux fonctions. La première, c'est l'intimidation. Alors avec nous, ça ne marche pas, mais ça peut parfois marcher, notamment pour des médias qui ont moins de moyens, qui sont plus pauvres, qui ont moins de capacité de se défendre. Et surtout, ça fait perdre énormément de temps aux journalistes concernés qui, en fait, préparent leur procès au lieu de faire des enquêtes, quoi. Et puis aussi... nous, à Street Press, et j'imagine que c'est votre cas aussi, on fait relire un certain nombre de papiers avant publication pour se prémunir des attaques qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, c'est des frais juridiques supplémentaires qu'il faut dépenser. Et nous, à Street Press, et c'est partout pareil, dans la plupart des médias qui font de l'enquête, le budget juridique
devient très important. Nous, si on n'avait aucun budget juridique, on pourrait au moins avoir 1 ou 2 journalistes de plus à temps plein, parce que c'est ce coût-là que ça nous coûte. D'ailleurs, j'en profite pour dire abonnez-vous. Ouais. La transition était facile. Abonnez-vous à Mediapart, faire des dons à Disclose, soutenez les associations d'aide aux journalistes en exil. Les syndicats aussi. Les syndicats aussi. Effectivement. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 3 pour cet échange. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça a plu à tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez que d'autres thèmes soient abordés dans les prochains numéros, ou si vous voulez que certains journalistes indépendants viennent sur ce plateau, dites-le nous dans les commentaires. On sera ravis de les inviter. Et puis, au revoir.